Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui je vous publie enfin cette vidéo que vous étiez nombreux à me demander. On dirait pas comme ça, mais ça fait bientôt 5 ans que je travaille à temps plein en tant qu'interprète et traductrice du japonais au français. Je reçois souvent énormément de questions par rapport au métier, en particulier sur la traduction de manga. On me demande souvent comment se déroule le processus de traduction, pourquoi j'ai traduit telle chose d'une telle manière, donc aujourd'hui j'avais envie de me poser pour prendre le temps de vous expliquer en détail comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté les sous-titres japonais juste en dessous parce qu'il y a plein d'informations que je vais donner qui ne sont pas forcément connus au Japon et j'avais envie que les mangaka et les lecteurs japonais en apprennent un peu plus. Je me dis aussi que c'est une très bonne opportunité pour montrer aux éditeurs japonais que pour traduire une œuvre avec respect, les traducteurs humains sont importants. J'ai tellement de choses à dire qu'il a été difficile de tout condenser en une seule et même vidéo, donc je vais vous en faire deux. Dans celle-ci, je vais vous expliquer le processus de traduction dans l'ordre, et dans la deuxième, je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Elle devrait déjà être disponible, donc n'hésitez pas à aller la voir une fois que vous aurez terminé cette vidéo. Dernière chose qu'il me semble important de préciser, le processus de traduction peut être différent selon les pays et les traducteurs. Je ne parle dans cette vidéo que de mon expérience personnelle, il se peut qu'elle soit différente de la vôtre, merci de votre compréhension. Tokimeki. Comme je travaille comme interprète et traductrice indépendante, je suis prestataire de service, c'est-à-dire que les clients font appel à moi quand ils ont un besoin spécifique, je réponds à leurs demandes et je facture mes services en conséquence. Dans la plupart des cas, les éditeurs me contactent directement en me disant « On recherche une traductrice pour cette série, est-ce que ça vous intéresse ?» À partir de là, je dois passer un test de traduction et si je le réussis, j'entame une collaboration avec cet éditeur sur la série concernée. Le réseau est aussi très important dans notre métier parce qu'on se recommande souvent entre traducteurs selon nos préférences et nos affinités. Par exemple, moi j'ai une préférence marquée pour les mangas d'horreur, les mangas gore, les mangas qui mettent en scène des animaux, qui parlent du rock ou des idoles. Donc si une série du genre est proposée à un ou une confrère qui n'est pas intéressé ou qui n'a pas le temps, il peut simplement rediriger le client vers moi. Pareil pour moi, si on me propose une série sur une thématique que je ne maîtrise pas du tout, qui ne m'intéresse pas ou que je n'ai pas le temps, je vais pas hésiter à rediriger vers l'autre traducteur. Quand c'est une maison d'édition avec laquelle je collabore déjà, en général ils sont au courant de mes préférences et de mes aptitudes parce qu'on n'est pas tous doués pour les mêmes séries et ils me proposent des projets en conséquence, ça rend la collaboration beaucoup plus fluide et agréable. À partir de là, le fonctionnement diffère selon les éditeurs, il y en a qui m'envoient les tomes originaux au format papier, d'autres au format numérique en PDF. La première étape, elle consiste à annoter le tome. Pour ça, il faut que je respecte les préférences de l'éditeur en question. Souvent, on me demande d'annoter le texte avec des chiffres et les onomatopées avec des lettres. Des fois, on me demande d'annoter tout le texte et les onomatopées soit avec des chiffres, soit avec des lettres. Il y en a qui veulent que les annotations soient de différentes couleurs, donc ça en rouge, ça en bleu. Il y en a qui veulent que je surligne les onomatopées, d'autres non. On dirait pas comme ça, mais c'est une étape qui prend énormément de temps. Parfois, ça me prend 1 heure pour annoter un tome. Et surtout, il faut que je sois vigilante si j'enchaîne les projets avec des éditeurs différents, parce que comme ils ont des règles différentes, je peux m'embrouiller dans les annotations. Vient alors la phase du premier jet de traduction. À ce stade, je ne m'attarde pas sur les détails stylistiques, je me concentre sur la fidélité au texte japonais. L'objectif, c'est d'obtenir une version française qui reflète le sens du texte original. Une fois ce premier jet terminé, je traduis également la couverture du tome. En parallèle, je commence à établir un glossaire, c'est un document hyper important parce qu'il va assurer la cohérence terminologique tout au long de la traduction. On y met tous les noms propres, des personnages, des villes, des pays, et les termes récurrents ou spécifiques à l'univers du manga. Dans les miens, je mets aussi tout ce qui se rapporte aux relations entre les personnages, donc s'ils se tutoient, s'ils se vouvoient, quel surnom ils se donnent entre eux. Et quand j'ai le temps, un résumé rapide des tomes. Cette bible de traduction, elle sera utilisée par toute l'équipe éditoriale qui travaille sur le manga. Si c'est un manga qui vient d'une licence déjà très populaire, il se peut que l'équipe japonaise nous envoie déjà un glossaire tout prêt, mais c'est très rare. Petite précision, mais si c'est un manga qui a déjà été publié en France sous la forme de films, séries télé, romans, jeux vidéo, on reprend les termes de ses précédentes traductions. Il y a vraiment que quand c'est une très vieille traduction et qu'il y a des erreurs monumentales sur les noms des personnages, que les villes ont été mal adaptées, etc., ou que l'éditeur actuel nous demande explicitement de refaire une nouvelle traduction qu'on change. Mais la plupart du temps, on reprend les termes des anciennes traductions parce que c'est ce que les fans connaissent. Par exemple, quand j'ai traduit la série Puella Magi Madoka Magica, il y avait déjà les films qui étaient sortis en France, donc j'ai repris les termes de cette traduction. Après avoir terminé cette première version, je laisse reposer mon travail pendant quelques heures voire une journée pour attaquer la relecture. C'est la partie la plus chronophage du processus. Je peaufine les dialogues, le choix de vocabulaire, les blagues, les jeux de mots. C'est aussi là que je vérifie l'orthographe de pas mal de noms. Je vérifie par exemple la lecture de certains noms de famille, des villes, des monuments, des temples, des sanctuaires. Je vais sur les réseaux sociaux pour trouver l'orthographe officielle des restaurants, des magazines, etc. Il y a certains endroits qui ont des kanji qui se lisent d'une certaine manière mais qui ont choisi une lecture très spécifique. Il y a aussi des noms de personnages écrits en katakana que je vais écrire d'une telle manière mais en fait quand je vais voir l'orthographe officielle c'est pas du tout ça. C'est le genre de détail très chiant pour les éditeurs parce qu'il faut réimprimer les tomes donc j'essaie d'être vigilante. Quand le nom du personnage ou de l'endroit n'est pas écrit en lettres latines dans le tome, je vais aller voir les réseaux
réseaux sociaux du mangaka parce que souvent ils font des illustrations où ils écrivent le nom des personnages. Si c'est une série populaire, en général il y a des produits dérivés où le nom des personnages peut être écrit. Autre chose que je vérifie à cette étape, c'est la longueur du texte français par rapport à la taille de la bulle. En japonais, on peut exprimer les choses de manière concise, donc ils ont souvent des bulles toutes petites. Par contre, nous en français, il faut qu'on rallonge les phrases si on veut pas perdre le sens initial. Sauf que ça fait galérer les graphistes, donc quand il y a une énorme phrase, je la raccourcis. Après cette première relecture qui m'a déjà pris pas mal de temps, j'enchaîne sur une deuxième relecture où j'applique la charte de l'éditeur. Chaque maison d'édition a ses propres exigences, certaines ne veulent pas de points à la fin des phrases dans une bulle, d'autres veulent absolument de la ponctuation, certaines veulent qu'on annote le fichier de traduction d'une certaine manière avec des codes couleurs, des italiques, des gras, d'autres s'en fichent complètement, certaines excluent totalement les gros mots, d'autres les acceptent à petite dose ou selon les contextes. Enfin bref, il y a plein de détails comme ça et encore une fois c'est une étape où il faut faire attention à pas se planter quand on a plusieurs clients. Une fois toutes ces étapes terminées, j'envoie le fichier de traduction accompagné du glossaire. Si j'ai travaillé sur un tome papier, je prends en photo le tome et je l'envoie avec et ensuite je l'envoie par la poste. Si c'est un tome PDF, j'envoie l'annoté en PDF avec la traduction. Si des passages me posent problème, j'hésite pas à envoyer mes remarques à l'éditeur pour qu'on puisse vérifier ça avant les prochaines étapes. Après la soumission de mon travail, là encore ça dépend des éditeurs, il y en a qui l'envoient directement au relecteur pour faire une première relecture et ensuite l'envoyer au graphiste, et il y en a d'autres qui l'envoient directement au graphiste, donc le lettreur, celui qui s'occupe de mettre le texte dans les bulles et d'adapter les onomatopées, et ensuite au relecteur. Ils font un travail indispensable parce que après plusieurs relectures, le traducteur ne remarque plus forcément les fautes qu'il fait. Il y a aussi des fois où on adapte des choses d'une manière qui nous paraît évidente et les correcteurs sont là pour nous dire attention, je pense que cette phrase ne va pas être comprise de tous les lecteurs. Grâce à ce regard neuf, les relecteurs et les correcteurs affinent et améliorent la traduction. Ils ne sont pas forcément connus du grand public, mais toutes ces personnes jouent un rôle essentiel dans la publication d'un manga en France. Quelques mois, voire des années après l'envoi de ma traduction, je reçois ce qu'on appelle un bon à tirer, donc un fichier PDF du manga avant son impression. Ce délai me permet de prendre du recul sur la traduction et d'apporter des modifications nécessaires, par exemple reformuler certaines phrases. Parfois certains éléments de l'intrigue sont dévoilés dans le tome suivant et donc il faut modifier absolument le tome précédent pour garantir la cohérence de la série. Enfin, heureusement, ce genre de choses, ça n'arrive que pour les mangas qui sont encore en cours de publication. Une fois cette ultime relecture terminée, j'envoie le fichier à l'équipe éditoriale. S'il y a encore des questions, elle revient vers moi, mais globalement, mon travail s'arrête là. Voilà pour le processus de traduction d'un manga, du premier contact avec l'éditeur jusqu'à l'envoi du fichier final. J'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à aller voir la deuxième partie de cette vidéo où je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent. Et puis si vous avez besoin d'une interprète, d'une traductrice pour des projets ou des événements, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes mes infos sont en barre de description. Bye bye.